Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre magazine agricole Braves Paysans. C'est sous un soleil de plomb que nous prenons la direction pour Ferkessédougou. Il faut le rappeler, Ferkessédougou est situé à 650 km de la ville d'Abidjan qui s'apprête à abriter la deuxième édition de la JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture. Le préfet de région et les éleveurs de Ferké nous attendent pour vous présenter les activités qu'ils entreprennent au quotidien et aussi les actions qu'ils comptent mener pour recevoir toute la délégation qui se déplacera pour cette deuxième édition. Restez en notre compagnie pour avoir toutes les informations concernant cette belle cité. Ferkessédougou est situé à 650 km d'Abidjan. Communément appelé Ferké, il est du point de vue de son importance démographique l'une des plus grandes villes de la région du Djologo au nord de la Côte d'Ivoire dont le chef-lieu est Korogo. Étymologiquement, le mot Ferkessédougou comprend deux parties, Ferkessé ou Felgessi selon certaines sources et Dougou en langue bambara. Dougou signifie village. En d'autres termes, le village de Felgessi. Les langues parlées sont le Sénoufo, le Niarafolo, le Palaka et bien sûr le français. C'est ce département qui va vivre une ambiance particulière avec la JNVA les 28 et 29 décembre 2012, initiée par Rava en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture. C'est en prélude à cet événement inédit de valorisation des potentialités agricoles des régions de la Côte d'Ivoire que l'équipe du magazine agricole Braves Paysans s'y est rendue. Notre premier interlocuteur fut le préfet de la région qui nous parle de ce département à vocation agricole dont il a la charge. La région du Djologo regorge de beaucoup de potentialités, tant en agriculture que dans l'élevage. De tout le temps, Ferkessédougou a été pourvoyeur de viande. Et malheureusement, avec la période de crise, il y a eu beaucoup de problèmes. Le cheptel a été décimé, mais avec le gouvernement en place, les choses sont en train de revenir. Pour ce qui est de l'agriculture, nous produisons de l'anacarde en grande quantité. Nous sommes grands producteurs de coton. Avec la reprise, nous avons des structures d'encadrement qui aident valablement nos populations. Tous les producteurs de coton ont été recensés et nous pensons que la récolte cette année sera très bonne. Pour l'événement à venir qu'est la JNVA, il se dit fier de cette grande opportunité. Je voudrais fonder beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, sur la journée nationale de valorisation de l'agriculture, la deuxième édition qui aura lieu ici. C'est le lieu de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est de retour. Dire que cela se passe sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, je dis que c'est justice faite. Pour la simple raison que ce monsieur a tenu à bras le corps l'association de la valorisation de l'agriculture, donc il était normal que la deuxième édition vienne chez lui, ici, où toute la population sera mobilisée pour réserver un accueil à tous les participants. Et je peux vous rassurer que les techniciens de la région sont déjà à pied d'œuvre pour que la cérémonie soit une réussite. Je lance un appel aux cadres qu'ils viennent. Quand ils sont à nos côtés, la population est rassurée.
Après ces mots du préfet empreints de sagesse, nous sommes allés à la rencontre d'une association d'éleveurs. Avec 10 années d'existence et plus de 250 membres, elle regroupe tous les éleveurs transhumants et sédentaires de Ferké. Pour le président, il était important de se mettre ensemble pour relever les nombreux défis qui se présentent à eux. La création de ces structures était pour promouvoir l'élevage dans la zone, dans la région du Tchologo et précisément dans la Côte d'Ivoire, parce que nous devons être un exemple. Parce que nous avons commencé à mettre nos structures en marche avant la crise. Et pendant la crise, les structures ont existé et nous avons fait la promotion de l'élevage sédentaire pour emmener nos parents à comprendre qu'est-ce que c'est d'abord l'idée associative. Il fallait qu'ils comprennent cela, c'est se mettre ensemble et former un groupe pour défendre nos intérêts. Et cette défense d'intérêts nous amenait à comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait les problèmes de dégâts de culture, il y avait des problèmes que nous-mêmes nous avons en notre sein. C'est-à-dire qu'il y avait plein de vecteurs, plein de maladies, plein d'épidémies. Puisque, vu la crise que le pays a traversée, et ça a été une longue crise, il y avait moins d'assistance, il n'y avait pas de médicaments. Et l'avantage de ces structures associatives, c'est qu'à leur sein, il y a des gens qui ont eu quand même des formations en santé animale. Donc ça nous permettait de conseiller nos parents et de tout faire pour trouver des médicaments pour pouvoir quand même sauver le peu que nous pouvons. Alors, malgré cette bataille que nous avons engagée tout ce temps, nos villages, il n'y a plus d'élevage. Avant, ça faisait la fierté, il y avait les sédentaires. Quand on parle des sédentaires, c'est nos parents, à 80% qui avaient les bœufs, qui ne bougent pas, qui sont là. Mais aujourd'hui, vous allez tourner dans nos villages, vous ne verrez rien. Avant, nos parents n'étaient pas confrontés à certaines réalités que nous vivons aujourd'hui. Mais il constate amèrement qu'avec les potentialités qu'offre ce département, le bilan reste négatif. L'une des causes majeures de ce triste bilan est la maladie qui ronge les bœufs en transhumance. Vous voyez, avec l'avènement de la CEDEAO, de l'UMOA, où la transhumance est accrue, nous avons les meilleurs pâturages dans la sous-région. Aujourd'hui, les animaux viennent avec plein de maladies, plein d'épidémies. Il n'y a pas de contrôle aux frontières. Et d'abord, si les gars passaient même par des postes frontières, ils entrent partout. Quand nous tournons en brousse, nous avons des parcs, des éleveurs à qui nous disons « Faites attention, si vous voyez des animaux malades, informez-nous ». Et nous les arrêtons pour aller faire des prélèvements et aller vers les structures compétentes. Avant, il n'y avait pas ces problèmes. Les bœufs venaient moins ici. Et il y avait des couloirs de transhumance. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous sommes confrontés à des réalités que si nous n'avons pas de soutien, malgré la volonté que les structures coopératives ou associatives ont, sans moyens, que pouvons-nous faire? Il reconnaît toutefois que la forte production peut rendre la Côte d'Ivoire moins dépendante de la sous-région. C'est pourquoi il appelle de tous ses voeux l'État à prendre des mesures idoines dans ce sens. Seule la production peut permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante. 80% du bétail ivoirien aujourd'hui, ce sont des transhumants. Ça veut dire qu'ils viennent de la sous-région. Mais pourquoi ils sont ici? C'est parce que nous avons le meilleur pâturage. Nous avons le meilleur climat. Mais pourquoi nous ne pouvons pas produire? Nous, aujourd'hui, en tant que structure d'encadrement d'éleveurs, nous demandons quoi? Que l'État nous fasse confiance pour nous apporter son soutien pour la production, s'il y a des bailleurs de fonds, qu'ils viennent investir dans le secteur de l'élevage. C'est un secteur qui porte. Et je vous dis que nous allons donner les meilleurs produits à nos marchés terminaux. Le modèle d'élevage que nous cherchons à revaloriser, c'est ne plus faire de l'élevage trop traditionnel. On veut faire de l'élevage moderne. Et l'élevage moderne, aujourd'hui, l'avantage est qu'il y a des structures associatives et coopératives. Donc il y a des hommes qui sont instruits. Nous connaissons qu'est-ce qu'est le bétail. Nous connaissons les maladies. Nous sommes en contact avec les structures habilitées, les structures étatiques, pour nous donner aussi des conseils. Aujourd'hui, nous avons besoin de noyaux. Avec les maigres moyens dont chacun dispose, la coopérative devient pour eux une action salvatrice. Nous sommes rentrés dans la coopérative parce qu'on aime l'élevage. On était dans la coopérative pour pouvoir gagner quelque chose dedans. Bon, pour le moment, la coopérative aussi n'est pas bien assise d'abord. Donc, avec les conseils, donc, on arrive à tenir les réunions
pour s'organiser quoi de plus. Nous, on a rentré dans la coopérative pour s'aider, produire les animaux pour s'aider, pour que ça puisse avancer devant. Le circuit de commercialisation obéit à certaines normes. Les bœufs sont vendus sur toute l'étendue du territoire national. Concernant la commercialisation, bon, chacun vend comme il peut. C'est que sûr, on est plusieurs, mais ceux qui arrivent à faire les chargements à Ferké, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un seul chargement lui seul. Un chargement prend 40 à 45 têtes. Mais on s'associe, on paye les bœufs un peu en brousse et puis on associe les animaux, on fait le chargement. Il y a d'autres commerçants qui quittent vers d'autres horizons, ils nous envoient les bœufs et puis chargent dans le parc, dans le marché à bétail de Ferké. Si le métallique vient charger chez nous, Kala vient charger, Kong même vient charger à Ferké. Même il y a des transhumants qui quittent au Mali, Burkina, ils viennent charger chez nous ici. Mais quand ils envoient les bœufs malades, bon, on les met à côté et puis on les traite d'abord. Voilà, s'ils sont traités, ils sont guéris, ils peuvent partir. Mais tant qu'ils sont malades, on les laisse quelque part. Il y a un docteur vétérinaire qui est installé à Ferké ici du nom de Salou Touré. Et il a ces vétérinaires qui sont là, les vétérinaires auxiliaires, qui entretiennent nos animaux. Puis maintenant, ceux qui sont en forme, on associe d'autres bœufs, on les charge et puis on les envoie maintenant vers Abidjan. On travaille en collaboration avec le ministère des Ressources animales parce qu'ils sont représentés à Ferké ici par le directeur départemental. Voilà, lui, on travaille avec lui. Il y a des laissez-passer qui nous délivrent. C'est avec ces laissez-passer qu'on fait la route pour partir. On prend aussi OCPV. Bon, OCPV aussi, on a posé le problème OCPV. On a dit OCPV, c'est pour les vivriers. Mais nous, on nous délivre ça, on prend ça pour la commercialisation des animaux. Tant qu'on n'a pas pris l'arrivée à Boaké, ils arrêtent le camion pour dire que si vous n'avez pas OCPV, le camion ne peut pas partir. Donc on a ce problème-là aussi. Pour freiner l'exode massif des jeunes, une politique d'aide à l'installation des jeunes éleveurs bien formés doit être mise en place. Voyez-vous des jeunes qui acceptent de quitter la ville pour venir s'installer en brousse, avec des maigres moyens, faire des sacrifices et aujourd'hui avoir un résultat, ben, ça veut dire beaucoup de choses. Alassane Soro est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons besoin de soutien. Il faut qu'on pérennise ce genre d'action. Il l'a dit, il a bénéficié de certains avantages, des fonds. Mais il a été un homme de courage. Mais aujourd'hui, croyez-vous que si, en son temps, cela avait été pérennisé, croyez-vous que nous ne serons pas autosuffisants aujourd'hui? Les structures associatives ont beau faire, ont beau conseiller, ont apporté leur soutien. Mais que pouvons-nous faire d'autre que d'assister à la mortalité de nos bêtes? Les médicaments qui sont chers. Les structures, nous avons essayé de mettre au moins ne serait-ce que des dépôts, un petit dépôt pour pouvoir satisfaire les besoins des éleveurs. Mais nous ne pouvons pas. Tout est cher. Qu'il y ait des fonds pour installer la jeunesse. D'abord, ça va freiner l'exode. Et nous avons aussi la volonté, nous avons les hommes. Nous avons eu l'avantage dernièrement de faire une formation des formateurs en embouche bovine et initiée par la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, financée par USAID, ATP. Et nous avons formé en cascade près de 40 jeunes emboucheurs. Ils attendent quoi? Ils sont là. Ils attendent qu'on leur donne les moyens pour les installer. Ici, nous avons des terres. Ici, nous avons le climat. Nous avons des pâturages. Alors donc, si nous axons notre politique vis-à-vis de la production, une bonne politique soutenue des dirigeants, vous verrez bien qu'il va y avoir un changement total. Il va y avoir beaucoup d'emplois. L'exode va diminuer. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, ministère de tutelle de toute cette politique, dresse un bilan de l'élevage dans ce département et les actions entreprises et à entreprendre. Ferké a une potentialité pour que l'élevage réussisse. Mais les éleveurs rencontrent beaucoup de difficultés. Ils ont le problème de maladies, ils ont le problème de terrain, c'est-à-dire le foncier. Ils ont le problème de conflits agriculteurs-éleveurs. C'est surtout le problème foncier qui cause problème. Parce que l'espace réservé pour l'élevage n'est pas trop grand. Ce qui fait que pour mettre en exergue l'élevage, c'est un peu difficile. Il y a la gestion du pâturage. Quand il parle de gestion du pâturage, il y a les barrages. Mais il arrive que pour que les animaux aient accès à ces barrages, ça va être difficulté. Parce qu'il y a des champs tout autour des barrages. Concernant la santé animale, avant, il y avait toujours des traitements, il y avait des vaccinations. Mais depuis la crise, le traitement est fait au ralenti, ainsi que les vaccinations. Donc ça a fait que l'humidité des animaux a baissé un peu. Mais on ne se décourage pas. Il y a des associations en vue, il y a des associations qui sont créées pour lutter contre ces fléaux-là.
Concernant le litige entre agriculteurs et éleveurs, le ministre en est conscient. Et il avait préconisé d'effectuer une mission pour faire cette sensibilisation-là. En 2005, le ministre actuel était ministre de la production animale et des ressources halieutiques. Il a signé un arrêté qui donne quitus aux éleveurs de former un groupement de défense sanitaire. Donc, d'ici peu, je vais organiser les éleveurs en groupement de défense sanitaire pour lutter contre ces maladies. Soit par exemple, si tu veux rentrer sur le territoire de Ferké, on va mettre des agents. Est-ce que vous avez fait vacciner vos animaux avant de rentrer? Si oui, quel papier qui prouve pour dire que vous avez fait vacciner vos animaux? Si les gens nous montrent des papiers fiables, il n'y a pas de problème. S'ils n'en ont pas, on les met en quarantaine, on les vaccine avant qu'ils ne traversent, avant qu'ils ne rentrent même sur le territoire de Ferké. Donc c'est ces actions-là que nous allons mener pour pouvoir freiner la maladie qui décime les animaux au niveau de Ferké. Le constat que nous avons fait pendant notre séjour en leur compagnie est leur dévouement pour voir se développer dans la Côte d'Ivoire et dans la région en particulier un élevage des plus modernes pour réduire la pauvreté et la cherté de la vie. Sous le haut parrainage du président de l'Assemblée nationale et sous la présidence des ministres de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, AVA et la Chambre d'agriculture organisent JNVA 2012, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, les 28 et 29 décembre 2012 à Ferké-Sédougou. Annonceurs, organismes nationaux et internationaux, partenaires du monde agricole, associez votre image à cet événement pour la sécurité alimentaire. Infoline 22 43 0009 05 00 20 50 41 62 90 04 07 23 93 19. Toujours dans la belle cité de Ferké-Sédougou, à présent, allons-y à la découverte du portrait de la semaine. Yeo Draman s'est investi dans la culture de l'anacarde. Après avoir cultivé auparavant le riz, le manioc et la banane. Courageux, il nettoie avec sa femme à la Daba son espace. Il nous relate ses débuts et son intérêt pour cette culture. On a fait maïs, riz, on a trouvé que vraiment, bon, c'est bon, mais après, maintenant, c'est pas ça. Trouvé qu'on va faire des reboisements. Reboisement quoi? À la caha. Pour que nous puissions bouffer dedans, nos enfants puissent bénéficier. Je ne connaissais pas la variété. Je prenais quand ceux qui ont un arbre qui tombe et puis qui pousse là, alors je prenais comme ça, la venue planter. Je fais le trou, je mets. Les gens de l'agriculture nous disent qu'il faut faire un plan. Il faut creuser le trou à mesure de 10 mètres. Tu mets le casou là-dedans, donc ça va pousser. Ça donne la force plus que tout ce que tu prends par hasard pour planter là. Ce qui nous montre à cultiver, c'est Anader. Donc il nous dit de ne pas laisser trop proche là, d'enlever. Moi si c'est 6 mètres là, tu limites un dans ce milieu. Donc les deux autres qui sont restés là, le vent va souffler. Ça va bien donner. On fait les formations. Dans la formation, on dit bon, si c'est comme ça, on nous donne même les images. Quand c'est trop, ça donne plus. Donc il faut enlever. Il faut enlever. Donc maintenant, comme moi-même j'ai trouvé que pour moi c'est vrai, c'est trop fermé, je commence à enlever. Donc les intervalles soient un peu larges pour que le vent souffle. C'est vrai, quand on avait laissé fermer là, c'était dangereux. Des fois, ça descend, ça ferme, le feu mort là tombe. Des fois, quand tu ramasses, tu trouves un gros serpent comme ça dedans. Maintenant, quand on a commencé à tailler, ça montait, le vent souffle. Bon, actuellement, là, tu peux travailler toute l'année à rien. Tu nettoies propre. Tu nettoies au moins 2 fois, 3 fois. Dans 3 ans, tu commences à récolter un peu. Bon, en anacarde, normalement, on doit se réunir. On doit se mettre ensemble pour travailler dessus. Parce qu'on savait qu'un jour, parce que ce n'est pas rien pour dire que ça sera consommé en Afrique ici. C'est un truc qui doit rapporter. C'est pourquoi moi je me suis dit que bon, je vais à la coopérative pour qu'un jour mon anacarde soit allé ailleurs pour m'apporter un peu d'argent. Bon, les enfants vont à l'école.
Si je reste faire mon riz et puis cela seulement un jour, ça sera problème. Il faut que je fasse des trucs qui peuvent rester toujours. Parce que tu fais maïs, tu coupes. L'année prochaine, si tu n'as pas fait, il n'y a rien encore. Il ne se plaint pas car les revenus générés lui permettent de subvenir à ses besoins. Cette année, ça n'est pas payé. Mais le peu qui a été sous moi, là, je sais ce que ça m'a donné. Donc, s'il n'y avait pas ça, là, il y allait avoir problème, j'allais gratter ma tête devant les gens. Mais avec ça, j'ai pris ça là, malgré qu'il n'y a pas de prix, mais ça m'a sauvé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que trouve-moi un terrain, même si c'est un quart, un demi, j'ai fait. Donc, ceux que je devais donner ces conseils, ils ont déjà compris. Bon, dans la causerie, je peux toujours les encourager. Sinon, ils ont déjà compris. Voilà, et c'est que c'est ça qu'il faut faire. Normalement, ce qui donne déjà, c'est 4 hectares. Mais il y a 1,5 de l'autre côté là-bas, qui n'est pas encore à l'autre près. Notre rubrique Agri-Info vous donne quelques informations sur l'actualité agricole en Côte d'Ivoire. Après 8 années d'existence, le conseil d'administration de la coopérative des planteurs de palmiers à huile d'Irobo a décidé de récompenser ses meilleurs planteurs au cours d'une cérémonie solennelle. Ces récompenses s'étendent à certaines personnes qui ont aidé la coopérative à réaliser ses projets. Cette reconnaissance du mérite des braves paysans s'est déroulée devant les autorités administratives de la région avec à leur tête le préfet de Jacquesville. Pour cette première édition, on notait aussi les présences des autorités coutumières, des responsables du monde agricole et la représentante du président du comité de pilotage de la Chambre nationale d'agriculture. Après la visite des stands, les orateurs qui se sont succédés au pupitre ont salué les efforts déployés par ces braves paysans. Ils ont reconnu que les coopératives sont une source d'exaltation et encouragé ceux qui hésitent encore à y adhérer. Et de reconnaître que la Côte d'Ivoire étant un pays agricole, il était important pour eux de prendre part à cette cérémonie. L'étape suivante fut la remise des médailles à nos braves paysans, signe de la reconnaissance des efforts consentis et du respect des conseils et recommandations des agents d'encadrement. Pour le PCA, c'est la fête du travail, du mérite et de l'excellence. La remise, c'est pour reconnaître le travail des producteurs, puisqu'on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait aider nos braves planteurs de palmiers à huile, les encourager à mieux planter, parce qu'aujourd'hui, ça nourrit son nom. Il faut noter que c'est plus de 300 braves paysans qui ont été décorés. Les braves paysans sont amenés à redoubler d'efforts et d'ardeur pour la deuxième édition. Il était important pour Kwa Séraphin de montrer le chemin de l'entrepreneuriat agricole à travers son champ d'expérimentation Eden Vivrier. Le choix s'est porté sur les étudiants admissibles au BTS qui seront bientôt confrontés à la dure réalité de l'embauche. Le DGA et le directeur des études ont donné les raisons de cette invitation. Les professeurs ont eux aussi marqué leur admiration et prodigué des conseils aux étudiants. Les étudiants, visiblement heureux d'être en ces lieux, ont tenu à l'exprimer. L'invité spécial de cette sortie est la propriétaire de l'unité productrice de miel à Elibou. Elle a loué les mérites de Kwa Séraphin et a par la même occasion exhorté les étudiants à s'intéresser à l'agriculture. La parole est revenue ensuite à l'initiateur de ce projet, bâtisseur du champ d'expérimentation Eden Vivrier. Connaissant son flair poussé de l'entrepreneuriat, il a, avec son calme légendaire et sa maîtrise de l'entrepreneuriat, prodigué quelques conseils utiles aux étudiants. Il a profité de cette opportunité pour présenter l'une de ses fiertés. Celui qui gère de main de maître ce champ d'expérimentation. Après ces mots empreints de sagesse, les étudiants ont tous convergé vers la motopompe qui irrigue le champ en contre-saison et vers le champ d'expérimentation de bananes, d'aubergines, de maïs et de piments. C'est avec enthousiasme qu'ils circulaient dans le champ en cueillant quelques vivriers. Les questions posées étaient directement répondues par le responsable technique du champ d'expérimentation. L'invité spécial de cette sortie et son équipe ont exposé sur l'apiculture. Cette sympathique sortie enrichissante a pris fin par un déjeuner champêtre.
C'est ici que prend fin l'émission de ce jour. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre thème, toujours dans le département de Ferke-Sédougou, pour tous ceux qui souhaiteraient associer leur logo à cet événement de portée nationale qui est la 2e édition de la JNVA. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est l'élevage qui est à l'honneur dans cette émission, vous l'avez compris. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.